bayaka likolo ya Afrika bayimbaka atandele adu ilinga yibaka atandele mokili moko baluka bayaya bayibaka atandele mokili moko ningana Nzambi ayibaka atandele moindo akopika bendele bandeko attendez-le. Amis de la culture, amis des livres, amis du livre, amis du savoir, bonsoir. Bonsoir pour ce grand Likita spécial à partir de Londres. Nous avons eu pour la première fois dans l'histoire de la communauté congolaise de Londres un grand événement le 26 août passé. Et l'événement était autour de ce livre. Pour la première fois dans l'histoire de la communauté congolaise, dans l'histoire de la musique congolaise, un professeur d'université, mathématicien, qui se penche à analyser la rumba. Et le baptême du livre a eu lieu ce 26 août à Londres par son Excellence Monsieur Ndola Mgokwe, le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo à Londres, au Royaume-Uni. Lui-même aussi professeur d'université, sociologue et ancien envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans plusieurs pays au monde. Bonsoir. Vous vous nommez Koko Kalambay Ngalamokong. Ouais. Koko Kalambay Ngalmokong, Ngalampoub. Donc, Mokong, c'est le clan princier le long de la Kamtcha. C'est le clan princier et je suis le prince de ce clan-là. Et c'est basé où ce clan-là? C'est de quelle ethnie? En fait, c'est de l'ethnie Tio. L'ethnie Tio englobe les Bateke, les Sakata, les Bayanzi, les Kuba et les Chilele. Donc, le clan Mokong, c'est en fait le même clan que le clan Bouchong de Bakuba. C'est le même clan. Le même clan. C'est le même clan. Voilà. Je vous reçois aujourd'hui spécialement parce que vous venez de publier un livre, La guitare, instrument roi de la musique congolaise. On va d'abord commencer par vous-même, avant qu'on entame sur les livres. Vous avez étudié à l'université de Kinshasa, à l'université de Kisangani, et en arrivant au Royaume-Uni, vous avez décidé de tout recommencer à zéro. Vous avez étudié les mathématiques jusqu'à soutenir un doctorat en mathématiques à la prestigieuse université d'Oxford. Pourquoi vous avez pris cette décision-là pratiquement de revenir à zéro en arrivant ici? C'était pour des raisons d'ordre pratique. Quand je suis arrivé en Grande-Bretagne, je voulais faire mon doctorat en chimie physique. C'était vers 1990 et c'était au moment où les correspondances entre l'Europe et le Congo étaient très très difficiles. J'avais écrit à mon directeur de thèse de Kinshasa, le professeur Rulinda Rwagaju, mais c'était vraiment difficile d'obtenir homologation et toutes ces histoires-là. Et je me souviens un jour, un de mes aînés, Kulutu Franck Amonzelo, m'a dit, mais petit, pour un à classe T. Je lui ai dit, non, Kulutu, je voudrais bien revenir, mais j'ai des problèmes d'homologation et j'ai déjà écrit à qui, mais ça prend un peu de temps. Il me dit, mais pourquoi ne pas recommencer? Donc, en fait, je dois tout au Kulutu Franck Amonzelo. Oui. Mais pour la petite histoire, ma vie au Royaume-Uni a comme nom Franck Monzelo CC, que je rencontre par hasard dans un shop. Je venais d'arriver et m'ayant suivi, il me dit non, mais je n'en viens un peu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà comment est-ce qu'il oriente totalement ma vie. Donc, grand merci vient Alain Franck Monzelo CC. C'est, pour la petite histoire, c'est le propriétaire du bar Vis-à-vis. Je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez écrit ce livre ici, La guitare, instrument roi de la musique congolaise. D'ailleurs, l'ambassadeur l'a noté aussi. Comment expliquer qu'un mathématicien puisse écrire un livre sur la musique congolaise? Il y a un lien entre la musique et les mathématiques ou entre les mathématiques et la musique? En fait,
il y a des liens très très étroits entre la musique et les mathématiques. Le premier lien qu'il faut savoir, c'est que la première loi des mathématiques physiques, c'est en fait les lois des fréquences des sons. Fréquence des sons. Ça signifie ceci. Si vous avez une guitare et vous accordez toutes les cordes avec vous accordez les 6 cordes avec la même pièce qu'est-ce que je dirais? Avec la même corde, si je peux dire. C'est-à-dire, vous accordez le do, le mi, le sol avec rien que la première corde. La longueur de do, la longueur de mi, la longueur de sol sera dans une certaine mesure très fixée. Je pense, si la longueur de la corde pour sol est de 1 mètre, la longueur pour do sera 5 fois plus grande et la longueur pour mi sera 3 fois plus grande. Et pour avoir les sonorisations exactes, ces longueurs-là doivent aussi être exactes. Donc, les attitudes. Exactitude. Donc, ça, c'est exactement la raison pour laquelle on appelle le sol la quinte. Parce que le sol, c'est en fait 5 fois plus petite que le do. Le do. Ouais. Mais dans la communauté congolaise, vous êtes ici pratiquement depuis une trentaine d'années. Vous vous êtes illustré avec 2 choses. D'abord, avec votre aîné, notre regretté Dadou, vous publiez le premier magazine de la communauté congolaise, Mabé Ambila. Et puis, vous aviez pour la première fois publié un livre d'apprentissage de l'anglais pour ceux qui parlent lingala. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 aventures-là? Ah, Mabé Ambila. Donc, Mabé Ambila, on avait bien voulu nous éduquer nous-mêmes et éduquer les amis à travers les écrits. Parce qu'on avait remarqué qu'en fait, beaucoup de gens avaient des problèmes pour savoir ce qui se passe aux alentours, juste parce que la plupart des journaux en Angleterre, c'était soit en anglais, soit en français. C'est pour cette raison qu'on s'était décidé de publier en lingala et c'était vraiment un succès. Mais comme tout journalisme, en fait, il n'y a pas de journalisme sans sponsor. Et on avait toujours un peu de problème pour avoir des sponsors et au fil du temps, on a cessé. Le livre de Issol, c'est aussi pour la même raison, parce qu'on avait vu que beaucoup de gens avaient de problèmes pour apprendre l'anglais, parce qu'ils commettaient toujours l'erreur d'apprendre l'anglais en passant par le français. Et ça, c'est une erreur grossière de pédagogie. On n'apprend pas une langue à travers une deuxième langue. On l'apprend immédiatement. On l'apprend immédiatement à partir de la langue qu'on connaît. Et le livre Issol Lingala, c'était aussi un succès. Mais malheureusement, j'ai plus de copies. Après cette expérience-là, vous êtes enseignant. Non pas seulement que vous êtes allé enseigner au pays, à l'université de Kikwit, mais avant ça, vous avez fait aussi une expérience d'aller enseigner au Moyen-Orient. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu pour un Congolais aller enseigner au Moyen-Orient? C'est facile? Non, c'était relativement facile parce que là, l'enseignement se faisait en anglais. Dans les pays du Moyen-Orient, l'enseignement s'est fait à l'université, ça s'est fait en anglais. Au secondaire, ça s'est fait en arabe. En arabe, je n'avais pas à apprendre l'arabe parce que je n'enseignais pas en arabe. On enseignait en anglais, c'était relativement facile. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre. Il y a un film qui venait d'être réalisé, qui a été réalisé en 2021 sur la rumba, Rumba Kings, les rois de la rumba. Et là, on aborde pratiquement la même chose que vous. La place de choix accordée à la guitare. Suivons. Nous avons la richesse des diamants, l'or, le coltan et tout ça. Et la musique, c'est une richesse. La rumba congolaise est un des plus grands héritages de l'histoire de la musique du monde. Nous avons maîtrisé la guitare avec les 10 doigts de façon étonnante. Ça, c'est nous. Ça se trouve dans le sang. Cette musique congolaise a eu la chance de coloniser pendant des décennies et des décennies l'Afrique noire.
Balingi babina musique Africa. À Harlem, tu avais Armstrong, tu avais Duke Ellington, tu avais Count Basie. C'est la même chose au Congo. Tout le monde rêvait d'aller à Kinshasa. Africa. Jimmy Cliff s'est étonné pour dire ces Congolais-là sont des vrais sorciers de la guitare. Cette rumba-là est partie des chants d'esclaves, notamment des chants d'esclaves Congo. Mais une fois arrivé à Cuba, cette musique a rencontré là-bas la musique amérindienne. Le papa de Jimi Hendrix a dit à Taboulé que mon fils était un fan fou d'un guitariste de chez vous, du Congo. Et ce guitariste là, c'est Dr Nico. C'est le docteur. Kabasele, c'est un grand chanteur. Il peut aller dans n'importe quel pays du monde, chanter n'importe quel répertoire, il sera applaudi. Quand il chante, vous sentez vraiment que c'est ça la chanson, c'est ça la voix. Lorsque Franco entrait dans le bar, les gens s'élevaient, criaient Franco, et dès qu'il prenait la guitare pour jouer, la piste était pleine. Quand Franco chantait, il joue sa guitare, il danse, il danse, il danse. Il connaissait la musique. Oh maman, Franco était un dieu. Hein? Indépendant, cha-cha, Tozumiye, Otipaza, cha-cha, Tubakini. Congo ae, bana bayonde balongisi yo. Popilo, madeo. Natangwa dizoro, matondi meke na lopango, basepelaka, tango ya bomwana. Un peuple qui ne danse pas, c'est un peuple atrophié. Pam, 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 pam. Dans ce film documentaire, le professeur Yoka Liemudaba dit que la spécialité de la rumba congolaise, c'est la façon avec laquelle, et tous les musiciens le disent, on s'est apprivoisé de la guitare. Or, vous titrez votre livre La guitare, instrument roi de la musique congolaise. Et lorsqu'on ouvre dès les premières pages, vous dites ceci, la musique congolaise moderne, à la page 13, la musique congolaise moderne naquit par le même processus d'assimilation et d'adoption que ses proches cousines d'Amérique, mais la grande différence est que, alors que les cousines d'outre-Atlantique adoptèrent comme instrument de prédilection le piano et les instruments avant comme le saxophone et la trompette, la musique du Congo Zaïre préféra la guitare, qui y devint l'instrument par excellence. Et poussant vos recherches, vous expliquez, parce que tous ceux qui s'intéressent aux guitaristes congolais, ils sont étonnés que les guitaristes congolais n'apprennent pas le solfège. Et vous dites que c'est parce que l'instrument traditionnel bien sonorisé et sonorisant, c'est le likembe, qu'on appelle la sanza. Donc, en fait, on peut dire qu'à l'origine, nos guitaristes imitent avec
la guitare moderne et les sons de la salsa? Exactement. Parce que, comme j'avais dit quelque part, en fait, un peuple ne change presque jamais sa culture. Il peut la réadapter d'une façon ou d'une autre. Et quand un peuple emprunte quelque chose d'une culture étrangère, il n'emprunte que ce qu'il reconnaît. Il n'emprunte que ce qu'il reconnaît. Quand nous avions vu, parce que, disons que vers 1960, vers 1920, il y avait des pianos à quille, il y avait des trompettes, il y avait des harmoniums, il y en avait dans les églises. Mais nous, pour une certaine raison, nous n'avions choisi que la guitare, parce que dans la guitare, nous reconnaissions le likembe. Donc, un peuple n'emprunte que ce qu'il reconnaît, ce qui lui revient d'une façon nostalgique. Nostalgique, en quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça. Mais et là, vous dites, ce qui vous a poussé à vous intéresser à la musique congolaise et à la guitare, non pas seulement que votre défunt père lui-même était aussi amoureux de la musique ou musicien, mais vous dites que né et grandi à Yolo, dans la commune de Kalamu à Kinshasa, qui est pratiquement le berceau aussi de la musique parce que tous les musiciens y sont passés. Chaque fois qu'il avait un son de la guitare, les vieux que vous fréquentez disaient Azobeta Biloko ya Jimmy. Qui était Jimmy? Donc, nous tombons déjà dans le vif du sujet. Jimmy, je l'ai bien connu qu'à Londres en fait. Mais quand je jouais avec des vieux tels que Mbutantimba Simbar, il me disait tout le temps, et je me souviens un jour, on était dans le studio, à Kabambar ou à Limité, je ne me souviens plus. Un vieux est entré, on appelait ce vieux-là Vieux Papa. C'est comme ça qu'il s'appelait dans le milieu des musiciens. On l'appelait Vieux Papa. Et juste après lui, quelqu'un est venu, que je connaissais déjà, mais dans une autre circonstance, c'est Diki Barosa, le petit frère de Tino Barosa. Et ils se sont mis à jouer une chanson et les gens disaient, oh, Ozako Beta Biloko ya Vieux Jimmy. Donc, le vieux disait toujours, ah, Biloka Jimmy, il faut que Beta Biloka Jimmy. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est qui ça, c'est Jimmy? Parce que pour moi, la guitare, c'était Wendo, c'était Nico, c'était Franco. Et quand je suis arrivé à Londres, un jour, j'ai acheté un livre. C'était comment le livre? Je ne me souviens plus. J'ai vu ce Jimmy-là, Jimmy Zachary Elenga. J'ai dit, diable, oh, c'est celui-là dont on parlait. Et je lis le livre et je l'ai vu. Donc, Jimmy, c'est un centrafricain. Pardon, il était de père centrafricain et de maman brassavilloise, mais il avait vécu à Kin. Et c'est vraiment lui donc le créateur de la guitare congolaise moderne. Évidemment, le problème, on va dire, il est postérieur à Wendo. Il vient après les Wendo et les Adou Elenga. Les Adou Elenga, en fait, ne faisaient que copier la guitare ghanéenne. Si vous écoutez des chansons de la musique ghanéenne des années 1930 et la musique de Wendo, d'Adou Elenga, c'est presque la même chose. Et moi, je ne connaissais pas ces Jimmy-là. Donc, c'était la première fois que j'avais entendu le nom de Jimmy. Et puis, à partir de là, le vieux, comment il s'appelait déjà, Lutulaido Clary, il habitait aussi à Yolo Sud. Vers 1982 à 85, on était vraiment des amis, bien que la différence d'âge soit assez grande. Avant de revenir sur Jimmy, pourquoi est-ce que les Wendo, les Adou Elenga, en fait la première génération, parce que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous distinguez 5 générations de guitaristes congolais, ça fait aussi 5 générations de la rumba congolaise, parce que la rumba est liée à la guitare. Et cette première génération d'Adou Elenga, de Wendo, pourquoi est-ce qu'ils ont copié des histoires, la guitare qui venait des Ghanéens, quoi? On avait des Ghanéens chez nous? Beaucoup. Vers 1920, quand la colonisation belge a commencé à se prendre vraiment en charge, les Belges n'avaient vraiment pas beaucoup de compagnies, pas beaucoup d'activités commerciales, si je peux dire. Par certains accords secrets, je pense que c'était des accords secrets, la Belgique avait donné presque mortgages. C'est comment c'est donné en location. Oui, l'économie congolaise aux sociétés anglo-saxonnes, qui étaient par exemple les Verts, Unilever qui est à l'origine des huileries du Congo belge, qui vont financer l'ONATRA, parce que l'ONATRA s'appelait d'abord HCB, les huileries du Congo belge, avant de devenir ONATRA. C'est d'ailleurs Wendo qui m'a dit ça. Wendo a travaillé d'abord comme graisseur dans le bateau Luxembourg. Donc, il devait aller chaque fois aller prendre de l'huile de palme à
Leverville, actuel Lusanga. Et c'est comme ça que lui, il prenait son temps pour chanter. Oui, pour revenir, donc, ces compagnies anglaises, donc. Ces compagnies anglaises n'embauchaient pas. Ou ces businessmen anglais. Oui. Donc, les Verts, qui a fait l'Onatra, et Marsavco, et il y avait l'Anglo-Américain, il y avait aussi le diamant de la Miba, qui était des Beers quelque chose. Ouais. Donc, tout ça c'était de compagnies anglaises, anglo-saxonnes. Et pour des raisons d'ordre pratique, ils ont commencé à prendre des clercs de l'Afrique de l'Ouest. Qu'on appelait l'Ingala Bakalaka. Bakalaka, c'était clerc en anglais, de l'Afrique de l'Ouest. Et ces clercs-là, ils habitaient en général les zones telles que zone de Kinshasa, zone de Barumbu, zone de Kinshasa-Barumbu, un peu l'Ingwala. Ils parlent anglais. Ils parlent anglais évidemment parce qu'ils sont venus de pays tels que le Togo, le Nigeria, le Bénin, le Sénégal, tous ces gens-là. Tous ces gens, en fait... dit en passant, parce que ça va, les gens vont penser à une confusion. Le Togo a été colonisé par les Allemands. C'est après la Première Guerre mondiale, avec la défaite allemande, qu'on va scinder le Togo en deux parties. Il y a une partie va revenir aux Anglais, et une autre partie va revenir aux Français. Donc voilà. Donc c'était ça en fait. Et tous ces gens-là, on les appelait Bapopo. Parce que la plupart d'eux sont venus d'une petite ville du Togo qui s'appelle Grand Popo. Au Togo, il y a les grands popos et les petits popos. Et ils sont venus de ces villes-là. Donc à qui on les appelait tous les popos. Et quand ils s'asseyaient le soir, évidemment, après leur boulot, ils jouaient à la guitare sèche. Et c'est de là que les Congolais ont pris la guitare. Et ils nous ont donné deux grandes histoires. C'est d'abord un grand musicien, Adou Elenga, dont le papa, Adou, vous voyez déjà le nom qui est ghanéen. Donc Adou Elenga était de père ghanéen et de maman Mongo. Et en plus, pour la petite histoire, Adou Elenga, c'est après votre livre, tu allais approfondir des recherches pour remarquer que lui, de Brazzaville, il vient étudier à Kinshasa. Et de Kinshasa, on l'envoie. Il vient faire 2 ou 3 ans au petit séminaire de Bokor. C'est là où il apprend à jouer. Il est organiste. Il apprend le solfège. Donc, quand il quitte on le renvoie du séminaire, il vient s'installer à Kinshasa. C'est alors pour gagner sa vie, bon, il se lance dans la musique. Oh, vous voulez parler de Jimmy Elenga? Jimmy Elenga, oui. Pas Adou Elenga. Il y a Jimmy Elenga et Adou Elenga. Et lui, Adou Elenga aussi. Il est aussi de papa... Oui, Adou Elenga, de papa ghanéen et de maman Mongo. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vont laisser dans la musique? Adou Elenga nous a laissé le mot Sebene. Sebene. Oui, le mot Sebene vient en fait de l'anglais seven. En fait, l'histoire va comme ça. Adou Elenga a appris la guitare de son père. Un jour... Parenthèse, cette histoire me fut racontée par le vieux Modero, qui est aujourd'hui à Londres. Kulutu Zombote na yo. Kulutu Modero, na Kulutu Wawali Mbote na Bino. Donc, l'histoire m'a été racontée par le vieux Modero. Et je sais que l'histoire tient de l'eau. Donc, l'histoire va comme ça. Un jour, Adou Elenga qui jouait à la guitare avec ses amis. La guitare qu'il apprenait de son père, le Ghanéen. Et il avait un peu de mal à reproduire la partie dansante. Il avait un peu de mal à reproduire cette partie dansante-là. Et sa mère lui a dit, Beta lokola tatana yote, beta ba sevene. Parce que les Ghanéens, quand ils voulaient faire danser les gens, ils jouaient l'accord de seven. L'accord de seven qui est un accord relativement dansant. Et en général, les Ghanéens, quand ils voulaient faire danser les gens, ils s'écriaient l'un à l'autre. Seven, seven. Ça veut dire changeons d'atmosphère pour faire. Oui. Et la mère qui dit à Adou Elenga, Beta lokola tatana yote, joue les seven. Évidemment, seven, vous comprenez quand il manque seven, c'est seven. Donc le mot nous est venu de là. Donc c'est resté jusqu'aujourd'hui. On peut pas danser la rumba sans le seven. Non, pas de rumba, pas de musique congolaise sans le seven. Sans le seven. Et après cette première génération, Jimmy, qu'on appelle aussi Jimmy, avec sa guitare qu'on appelait de la Hawaïenne. C'est comme ça qu'il devient Jimmy la Hawaïenne. Pourquoi la Hawaïenne? C'était le mot de la guitare qu'on joue aux Hawaïs? Non, lui vraiment, il n'a pas joué à la guitare hawaïenne. Non. Mais sa façon de pincer la guitare ressemblait à la guitare hawaïenne. C'est vraiment Nico qui va jouer à la guitare hawaïenne proprement dite. Jimmy, c'était la guitare normale, mais en fait, Jimmy accordait sa guitare un peu différemment. Les guitares normales, il y a la corde Mi, puis il y a la corde Ré,
qui est un peu plus basse. Dans la guitare de Jimmy, la corde Mi était Mi, puis la corde Ré, pour avoir le Ré, il reprenait encore la corde Mi 2 fois. Et c'est ce genre de guitare que nous avions appelé Mi composé. Et quand vous jouez avec le Mi composé, ça sonne un peu comme du vibrato. Ça sonne un peu comme la guitare hawaïenne. C'est la raison pour laquelle il fut appelé Jimmy Hawaii. Maintenant, après cette première génération, après la génération de Jimmy, c'est la deuxième génération. La deuxième génération, oui. On tombe sur la deuxième génération, mais là, vous dites, on a deux grands maîtres de la guitare. On a d'un côté Luambo Machadi et de l'autre côté Dr Nico. Oui. D'abord, quelle est la différence entre les deux musicalement? Donc, un peu d'histoire d'abord. Donc, Dr Nico a appris la guitare de son grand frère, Desho Mwamba. Et Desho Mwamba a appris la guitare de Jimmy Hawaïen, Zachary Lenga. Oui. Donc, ils sont de la génération qui vient juste après Jimmy Hawaïen. Et Nico, pour une certaine raison, il a émerveillé les gens dès le premier jour. En fait, Nico, dans le studio Opika, il était chanteur, bizarrement. Nico était chanteur. Nous sommes à l'ère des studios, c'est-à-dire qu'à l'époque, dès que la musique congolaise, autour des années 40, 50, a commencé, on a eu, et là vous le dites dans le livre ici, il y a beaucoup de Grecs, Papa Dimitrio, Géronimidis, les frères Bétard, et Benatar. Donc ce sont eux qui organisent les musiciens. Ils le font signer les contrats dans les studios. Donc lui, Nico, il était dans le studio Opika. Wendo, Bowane et d'Olivera, ils étaient dans les studios Ngoma et Géronimidis. Ah oui. Franco et les Vikis étaient dans l'Oningissa. Voilà. Et à propos des Yolo, dont tu as parlé, c'est l'Oningissa qui a loué des maisons de Yolo pour ses musiciens. C'est l'Oningissa. Donc, c'était des maisons louées par le studio l'Oningissa. Bon, donc, pour revenir à Nico, donc Nico était chanteur. Parce que son grand frère aussi, tout au début, il était aussi chanteur. Un jour, Khaled Jeff s'est présenté avec sa chanson Parafifi. Et le guitariste en ce moment-là, le guitariste soliste, c'était Tino Barroza, qui est aussi leur cousin. Ils habitaient presque ensemble. Et Tino Barroza étant déjà une vedette, vous savez, les vedettes, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ils sont tous orgueilleux. Ils sont pas monsieur tout le monde. Ils sont pas monsieur tout le monde. Ils viennent toujours un peu en retard. Donc, ce jour-là, pour une certaine raison, Tino Barroza ne s'était pas présenté à temps. Khaled Jeff a entamé la chanson et le soliste n'était pas là. Comme la guitare était là, Nico a pris la guitare et tout le monde a vu, mais diable, mais tu joues de loin mieux que lui. C'est comme ça que Nico est devenu soliste. C'est tout simplement parce que Tino Barroza ne s'était pas présenté à temps ce jour-là. Et dès le premier jour, les gens ont senti que Nico avait quelque chose de nouveau. Bien que tous ont appris de Zachary Lenga, mais Nico avait quelque chose de particulier, de nouveau, de bizarre, un peu bizarre à décrire. Mais les vieilles personnes disaient que lorsque Nico jouait la guitare, c'est comme si Azako Tangabasinga, c'est comme s'il était en train de comptabiliser un peu bizarre, le son et le fil. Un peu bizarre. Je me souviens que même quand j'étais quand je fréquentais beaucoup le vieux Edo Clary, il me disait toujours, non, Nico avait quelque chose d'autre. Et la façon dont il le disait, c'est comme si c'était magique, c'est comme si, je sais pas, un peu difficile à décrire, mais c'est comme ça. Mais donc, mais là c'est Nico. Maintenant, Luambo, qu'est-ce qui fait sa particularité? Luambo aussi, il est un peu de la génération qui est issue de Jimmy et Lenga, mais un peu différemment. Luambo a pris sa guitare comment, j'ai oublié le nom, du frère de Johnny Bokello. De Johnny Bokello. Des Wayon, oui. Des Wayon. Bon, en fait, tout ce n'est que les gens naissent des génies. Le génie, on est né génie. Donc, Franco avait commencé à faire de l'harmonica et fabriquer des guitares lui-même. Et puis Des Wayon l'a découvert. Et dès qu'ils se sont présentés au studio l'Oningissa, tout de suite, ce grec-là l'a adopté. Tout de suite, le grec l'a adopté. Il a senti qu'il avait quelque chose de nouveau. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi dans les livres, il y a Nico et Franco? C'est parce qu'en fait, ils sont des créateurs de deux écoles de musique. Lesquelles? Il y a l'école de Fiesta. L'école de Fiesta représentée par Nico. Et l'école Odimba, représentée par Franco. Et la guitare de Fiesta et de Odimba, maintenant évidemment, si vous écoutez les chansons de Franco,
de Lock et Jazz de 1980, vous n'allez pas voir vraiment la différence. Mais si vous écoutez les chansons de Fer 1962, vous sentez vraiment la différence. Et vous allez sentir que les guitaristes tels que Nico, Tino Barroso, évidemment, il n'est pas disciple de Nico parce qu'il jouait déjà avant. Mais à un certain moment, Nico a aussi influencé Tino Barroso, qui était son aîné. Hein? Ça se passe aussi comme ça. Les gens tels que le Jerry Gérard, tels que le Atel Mbumba, tels que le Guvano, vous sentez ça, l'école de Fiesta. Vous sentez que là, la guitare chante. Elle est purifiée. Elle est pure. Non, j'aime pas beaucoup ce mot-là parce que ça signifierait que la guitare de Ondemane est impure. Non. La guitare chante. Oui, la guitare chante. Oui. La guitare chante. La guitare est mélodique. La guitare est harmonieuse. Je vais un peu reprendre une phrase de mon ami Guillaume Bongongo. Guillaume Bongongo, salut à toi pour cette phrase. Guillaume Bongongo un jour m'a dit, la guitare de Wendo chantait. La guitare de Guvano, la guitare de Nico chantait, la guitare de Guvano, j'ai oublié le mot, mais il a dit la guitare de Atel Mbumba pleurait. Et mon ami Sino Mangondo a dit la guitare de Guvano est au masculin, la guitare d'Atel Mbumba est au féminin. Un peu difficile, mais vous voyez ce que les gens ressentent. Donc, tous ces gens-là sont de la classe de Fiesta. La guitare au Demba, pour dire la vérité, n'a pas fait beaucoup de disciples. Les gens qui ont joué vraiment la guitare au Demba, c'est tout simplement Franco et Dewayon et Johnny Bokello. Tous les autres, ils mixaient un peu. Okay? Mais avant qu'on y revienne, il y a quelqu'un que vous citez ici. Vous dites dans le livre qu'il y a un des grands guitaristes qu'on oublie souvent, qu'on ne cite pas très souvent. C'est Jean Bosco Mwenda Wabayeke. Oh, il ne fallait pas oublier celui-là. Alors, quelle est la spécialité, qu'est-ce qu'il amène dans cette rumba-là, Jean Bosco Mwenda Wabayeke? Jean Bosco Mwenda Wabayeke, dans les livres, c'est la page 57. En fait, Jean Bosco n'a pas vécu à Kin. Il a vécu à Lubumbashi, et il était de la famille royale. En fait, c'était un cousin à Frédéric Mounongo. Il était de la famille royale de Bayeke. Il était un descendant de Msiri. Oui. Donc, il a fait la guitare. Et sa guitare était particulière. C'est que, d'abord, les Jimmy et les tous ces gens-là, ils étaient beaucoup influencés par la musique ghanéenne. Bien qu'ils se sont démarqués de la guitare ghanéenne, c'était encore un peu de la musique ghanéenne dans son rythme fondamental. La guitare, le rythme ghanéen, c'est un peu le rythme que j'appelle un peu dans les livres, un peu du Makossa, un peu, oui, un peu ce rythme-là. Les gens du sud, tels que les Baluba, ils jouent déjà le Mutuashi, ce que nous appelons le Mutuashi. Je m'excuse pour le mot de Mutuashi, parce que dans les livres, le mot est vraiment controversé. Les Baluba, le rythme Mutuashi n'existe pas. Le mot a été créé à Kinshasa. Mais pour des raisons d'ordre pratique, je vais encore appeler cela le Mutuashi. Donc la musique Luba et tous ces gens-là du Sud, c'est une musique qui est très proche du jazz, de bossa nova, de la reggae. Ok? Donc c'est une musique très proche déjà de la rumba. Très proche de la rumba. Donc Jean Bosco, quand il jouait, c'était déjà la rumba parce que c'était la musique du sud du Congo. Mais alors, il a créé quelque chose de très très bon parce que il a créé quelque chose de très sensible aujourd'hui. Parce que si vous écoutez presque toutes les guitares des accompagnements de Zaiko, Los Nikelos, Kofi Olomide, c'est une guitare qui vient tout droit de Jean Bosco Mwenda. Tout ce qu'on m'a... Mais ça, c'est Jimmy Elenga. Donc, tous sont empruntés de Jimmy Elenga. Et pire que ça, les gens qui connaissent la chanson Chouchouna. La chanson de qui? Chouchouna de Papa Wemba, 1973. Quand Pepe Manouakou, Kouloutou Mbote, Pepe Manouakou a vraiment copié Zachary Elenga totalement. Non, il a copié Jean Bosco. Il a copié Jean Bosco Mwenda. Parce que vous entamez déjà, dans votre livre, à la page 134, vous dites ici, l'âge d'or du Seben, Manoa Kouwakou Pepe Feli. On ne peut vraiment pas parler de Seben dans la musique congolaise
sans parler de Manuel Kouwakou, alias Pepe Feli, alias la Kikadance PPPP. Avant qu'on aborde un petit élément sur Manuel Kouwakou, parce que il fait une jonction avec quelque chose que vous analysez vous-même ici à la page 24, les claves. Bois clair, instrument à percussion très utilisé dans la rumba. Au Congo, on préfère une bouteille. Mais on suit d'abord Manuel. On était en tournée, c'était en l'année 72, 73. On avait une tournée, c'était au Congo-Brazzaville. Donc on devrait faire tout le Congo. Et comme le train qui part depuis Brazzaville à destination de Pointe-Noire circule le soir. Donc, on était parti de Kinshasa, les après-midi, et puis on est arrivé, on a pris le train. À un moment, on était tous fatigués, on somnolait. Pendant ce temps, il n'y avait plus de bruit, on n'entendait que le moteur et les roues du locomotive qui frottaient sur les rails. Tu sais quand même comment les trains marchent quand même. Bon, ils m'ont demandé, bon, il faut bien écouter ce bruit-là. Ça fait du bien. Bon, quand on met ça dans la musique, je crois que ça va donner quelque chose de bon. D'où est venu le tac 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 tac. Et puis les chanteurs lançaient un cri pendant que lui faisait ça. Meridio poussa machine ya kauka tokende. Poussa, donc avance la machine, la locomotive. Avance la locomotive qu'on s'embarque. C'est dans les cris. Donc ça existe sur les chansons. Donc c'est venu de là. Et ça fait un plus dans la rythmique qui nous a permis de créer le Sebene qu'on appelle aujourd'hui le Sebene. D'habitude, on appelle ça machine à Kauka. Comment? Machine à Kauka. Pour moi, comme je suis de Kauka, ça s'est venu comme ça. Bon, je ne sais pas pourquoi on a donné ça, machine à Kauka. Pour introduire Manuel Kouwakou, on passe du Sebene à la soukous. La rumba qui devient plus cadencée. Et Manuel Kouwakou dit dans cet élément, comment est-ce qu'ils ont eu dans les haïkos, comment est-ce qu'ils ont changé le rythme avec ce qu'ils ont appelé machine à Kauka, l'histoire de ce voyage. Mais vous dites que le mot soukous prête aussi à beaucoup de confusion. Originellement, la soukous était le genre de musique popularisé vers 64 par les Bantous de la capitale de Brazzaville dans des chansons phares telles que Massoua Makei, Makamomi Balé, Mama Pesinga Melesi et Loke Jazz dans des chansons telles que Course au pouvoir. Et le succès fut tel qu'il y eut une large progéniture et imitation telle que la Kiri, le Boucher, le Sumjum. Et en fait, quand on entre dans la soukous, le rythme devient un peu cadencé. On ajoute ces claves-là, et surtout vous dites qu'au Congo-Kinshasa, on ajoute la bouteille. Avant, effectivement, que la grosse caisse arrive. Mais qui a amené la grosse caisse dans la musique congolaise? La grosse caisse, disons le drum, comme on dit. Le drum. Le drum. Le drums, oui. Le drums, la batterie. La batterie fut emmenée au Congo vers 1960 par un certain Hérold, dont j'ai oublié l'autre nom. En fait, quand African Jazz est passé par Paris, ils avaient recruté beaucoup de gens. Entre autres, ce Hérold-là et Manu Dibango. Et ce Hérold-là, c'était un drummer. C'est lui qui a introduit le drum dans l'Afrique en jazz déjà, 1960. Il suffit d'écouter des chansons telles que Maria na pesio nyoson amado de Taboulé. Vous allez écouter déjà le drum. 1960. Ah oui, et c'était un belge parce qu'en fait, lorsque l'Afrique en jazz vient jouer pendant la table ronde, il y a une photo d'un blanc. Oui, c'est celui-là. Quand ils reviennent,
il crée l'Afrique Jazz rénové. Oui. Il est le blanc, là, c'est BCO. Oui. Et Roll, c'est quelque chose. Oui. Oui. Donc, c'est en fait lui qui avait introduit le drum. Mais à Kinshasa, on n'aimait pas beaucoup le drum pour beaucoup de raisons. D'abord, c'était difficile à enregistrer. Enregistrer le drum, c'était très, très difficile. Et les jazzmen qui ont inventé le drum, c'est en fait les jazzmen qui ont inventé le drum vers 1915, ils avaient beaucoup de mal à enregistrer. Et là, vous racontez une anecdote ici, comment est-ce qu'on a dû adoucir le son du drum. Le drum. Donc, un jour, Louis Armstrong a enregistré une chanson de sa femme, et ils avaient vraiment de problèmes pour enregistrer la grosse caisse. Parce que la grosse caisse, avec le son trop bas, sature tous les micros. Et en ce moment-là, tout le monde, dans les studios, on n'utilisait que 2 ou 3 micros. Quand le drum était là, ça saturait tous les micros. Donc, c'était un peu difficile à enregistrer. Et ce jour-là, quand Louis Armstrong enregistrait, sa femme allait à la buanderie avec de coussins, avec de couvertures. Et quelqu'un a eu l'idée de mettre les coussins et les couvertures dans la grosse caisse. Pour synchroniser, oui, et adoucir ce son-là et avoir le son compressé. Oui, c'est en fait. Et on garde ça jusqu'alors. Jusqu'à présent, même quand les orchestres jouent, de temps en temps, on met des coussins et des couvertures dedans. Oui. Maintenant, pour revenir, pour faire la jonction avec Pépé Félix, qu'est-ce qui fait sa spécialité dans cette secousse-là? D'abord, lui-même, il a eu comme grand-père un autre guitariste, d'Olivera, qui était dans le trio Beau avec Wendo. Le trio Beau au studio Ngoma, c'était Bowane, d'Olivera et puis Wendo. Et quelqu'un va passer dans les studios. Le Belge, vous dites dans le livre, le Belge Bill Alexandre, qui amène en fait la guitare électrique. Donc c'est celle-là que les Manouks vont apprendre. Non, Manouks, ça fait vraiment après. Bill Alexandre, c'est vers 1956. C'est vers 1956. Donc tout le monde a fait un peu la rumba. Je m'excuse un peu d'aller dans les technicalités, mais il le faut bien. Donc la musique congolaise avait 2 rythmes principaux. Le rythme que j'appelle maintenant, mais dans le livre, je ne l'appelle pas comme ça, le livre que j'appellerais le Makossa. Donc, c'est en fait la musique du cercle congolais du Nord. Le cercle congolais du Nord commence de Maïndombe jusqu'au Cameroun. Ethnologiquement parlant. Donc, la musique de ce cercle-là j'appelle ça maintenant le Makossa. C'est par exemple des chansons d'Adou Elenga telles que et pas que si kamonene, et pas que si kamonene, ou une chanson de Mundanda qui va Nzilandolo. Le Mundanda est du Brazzaville, parce que dans le livre aussi, vous ne faites pas, vous mélangez. En fait, la rumba a évolué des 2 côtés du fleuve un peu là. C'est le Congo. C'est le Congo. Voilà. Kinshasa et Brazzaville. En ce qui concerne la rumba vient de Kinshasa, Brazzaville. Donc, pour revenir, donc ça c'est vous appelez le Makossa. Le Makossa. Donc c'est ce rythme qui bat comme ça, qui bat comme la marche militaire. Alors, puis il y a la rumba. La rumba au Congo, on trouve la cousine de la rumba qui est chez les Baluba, qui est l'équivalent des Moutouaches. Et la rumba, évidemment, a été importée. Nos ancêtres ont emmené la rumba en Amérique pendant l'esclavage. Et la rumba nous est revenue vers 1920 dans des chansons telles que El Manichero. Donc, El Manichero, c'est ça, c'est vraiment la chanson qui est le prototype même de la rumba congolaise. Okay. Interprétée à plus de 400 fois. Oh, 400 fois. Il y a El Manichero. Donc, vers 1960, les Congolais jouaient 2 sortes de rythmes. Le Makossa, et la rumba. Maintenant, la soukous, ça c'est ma façon de voir. En fait, Khaled Jeff, pour Khaled Jeff et Nico, ils voulaient vraiment que la musique congolaise ne soit que dans la rumba. Mais maintenant, j'ai un peu l'impression, quand j'écoute les chansons de 1962, j'ai l'impression que les gens tels que Franco étaient un peu mal à l'aise dans la rumba proprement dite. Ils étaient un peu mal à l'aise. Maintenant, ils ont accéléré le beat de la rumba. Et quand vous accélérez le beat de la rumba, vous avez la soukous de 1965. À partir de cette accélération-là, nous avons eu d'autres rythmes, d'autres variantes, telles que la kirikiri. Avec Dr Nico. Avec Dr Nico, telles que la sumjum.
Maintenant, les gens... Soumdjoum avec Taboulé. Avec Taboulé. Et Boucher. Et Boucher avec des orchestres tels que Negro Succès. Donc, les gens tels que Manouakou, ils sont vraiment... ce sont des gens qui ont appris la guitare vers 1967. Et ils ont commencé, en fait, dans l'école de la Soukous. Et Dr Nico, donc en fait, ils ont mixé le Odemba de Luambo avec la Soukous et Dr Nico avec le style Fiesta. Et les Manouakou, tous comme il doit l'avoir, il le répète assez souvent lui-même, ils étaient de l'école de Negro Succès. C'était en fait des fanatiques de Bavon Marie. Negro Succès, l'orchestre qui a été créé par Bolène, mais qui avait comme vedette phare Bavon Marie, qui n'est autre que le frère de Luambo. Mais au lieu d'interpréter la guitare de Luambo, lui, il fait une symbiose. En fait, c'est Bolène qui le lui avait dit. Donc, Bolène, Nico jouait... comment Bavon Marie jouait déjà la guitare quelque part dans des orchestres tels que Jamal National. Jamal National, pour la petite histoire, c'est l'orchestre de Fauvette Kabangou. Fauvette Kabangou, c'est le grand frère de Pauline Kabangou. Je cite ces gens-là parce que dans les livres, ils ne sont pas cités et je regrette beaucoup de l'avoir pas fait. Donc, Fauvette Kabangou, c'est le grand frère de Pauline Kabangou. Pauline Kabangou, c'était la copine à Atel Mbumba. Fauvette Kabangou, c'est aussi le grand frère de Tony Kabangou. Tony Kabangou, c'est le grand frère de Matou Kabangou, qui était le soliste de grand-père Bozi Boziane. Nous sommes vraiment dans l'histoire de la Bible, on dit fils d'Abraham, fils d'Isaac. Exactement. Je m'excuse vraiment, Bakouloutou, de n'avoir pas cité Dano de Kabangou dans ses livres, mais dans l'édition anglaise, ils sont là. Donc c'est Bolem, alors qui inspire Bavon Marie? Donc Bavon Marie jouait dans l'orchestre Jamal National, qui était l'orchestre de Fauvette Kabangou. Et à un certain moment, donc Bolène et Longomba, ils ont formé l'orchestre Negro Succès. Et Bolène est parti chez Franco pour lui demander des instruments de musique. Et Franco qui lui a dit, OK, je suis prêt à vous acheter des instruments de la musique à condition que mon petit frère joue dans votre orchestre. Donc c'est Franco qui leur a presque imposé son petit frère. Il dit, mon petit frère doit jouer dans votre orchestre. Et Bavon qui se présente et Bolène qui lui dit, OK, je suis bien d'accord que tu joues dans mon orchestre à condition que tu ne joues pas comme ton frère. Ouais. Donc c'est Bolène qui lui a dit de ne pas jouer comme son grand frère. Donc là, c'est Bavon Marie. Qui va mourir d'une façon inopinée à cause de cet accident. 1970, 1970. Donc les Manouakou... Et les Manouakou sont de cette école-là. Les Manouakou sont de l'école de Bavon Marie. Et si vous écoutez les chansons des Manouakou vers 1970, vous sentez vraiment du Bavon Marie. Les chansons telles que La Touneige, ça c'est vraiment du Bavon Marie. Mais ils n'ont découvert la Kavacha, et le mot reviendra toujours, ils n'ont découvert la Kavacha que vers 1973. Donc je m'arrête là. Et là vous dites, il est ainsi devenu le canon de mesure, le canon de la sébénologie depuis 1973. Et cette reconnaissance, c'est Manouakou, cette Manouakou, Pépé Félix, cette reconnaissance est matérialisée par des tas de titres et d'accolades qu'il a reçus à travers le monde. Et puis, aujourd'hui, nous parlons on va voir ça avec la génération suivante, qui est faite d'une dombolo, notamment avec la générique. Mais dans l'histoire de la musique congolaise, le Zaïko Wawawa, avec Manouakou, c'est pratiquement un peu le début de cette pratique de générique. Oui, en fait, c'était là. Parce que je me souviens, les génériques, maintenant, évidemment, c'est vraiment... c'est institutionnalisé. Mais je me souviens qu'un jour, à la Fikine, vers 1974, Manouakou a joué la guitare seule, avec juste Mary Joe et les guitaristes étaient là. Donc, ce qu'ils ont joué ce jour-là à la Fikine, c'était enregistré. Ça serait exactement ce que les génériques d'aujourd'hui. Vous faites aussi un clin d'œil à Seskin Molenga, le drummer de Taboulé, qui popularise pratiquement la batterie. Et pour aller un peu plus vite, parce que ce qui est intéressant dans ce livre mérite d'être lu plutôt en ligne, parce que vous mettez beaucoup de liens. Il y a pratiquement ici plus de 240 chansons répertoriées, avec leurs liens, où on peut cliquer et puis les suivre. Après
vous tombez sur la quatrième, ce que vous appelez la quatrième génération, ou la génération Wenge. Mais pourquoi est-ce que vous sautez de Manoko à Wenge? Donc il faut dire que de Manoko jusqu'à Wenge, on a eu que des répétitions. Bon, c'est un peu difficile à dire. Hein. Si vous voyez bien, la couverture du livre n'a que 3 personnes. Oui. Il y a Nico, il y a Franco, il y a Manoa. Et puis Manoa. Il y a Manoa. Évidemment, si on devait mettre tout le monde, la couverture aurait été encombrée. Saturé. Et vers 2010, quand on a commencé à avoir des discussions en ligne, un jour, j'ai écrit presque ce qui est là, mais c'était juste en condensé. J'ai dit que dans la musique zaïroise, il y avait 5 générations. Il y avait 5 générations de guitare. C'était 4 générations à ce moment-là. Parce que les Olivier Chimanga n'étaient pas encore là. Ah oui. Et quelqu'un tout de suite m'a dit, Yoza Zoba, ndegeni no bosani Rigo Star. Je m'excuse encore de dire ça en lingala. J'étais un peu choqué. Et je lui ai dit, écoute, moi je n'ai donné que mon opinion. Je n'ai pas dit que Manoaku était plus grand que Rigo Star. J'ai pas dit ça. Manoaku, pour une certaine raison, quand on est chef d'école, on mérite le nom, on mérite que la génération porte votre nom, rien que parce que vous êtes chef d'école. Cela ne veut pas dire qu'il est plus grand que tout le monde. Non. Okay? Donc, dans la génération de Manoaku, il y a des gens tels que Roxy Chipaka. Manoaku lui-même a dit qu'il a un peu copié Roxy Chipaka. Il me l'a dit un jour lui-même. Okay? Il y a des gens tels que Bongo Wende. Bongo Wende, le Kassa Yambongo. Non, le Kassa Yambongo est de la génération. D'après. Non, avant. Avant. Ok. Oui. Il y a des gens tels que Rigo Star, Bongo Wende. Il y a des tas. Attends, que j'aille. Boutaseka 8 kilos. Les 8 kilos. De Kayemadoka, tous ces gens-là. Et puis, vous analysez aussi mon père Amaloba. Oui, mon père Amaloba. Avec son Chama. Avant qu'il puisse adopter le nom de Kavacha, qui était le nom du rythme. Ouais. Donc, la génération de Manoaku a eu beaucoup de grands guitaristes. Mais le problème est que ce Manoaku qui a commencé le courant, c'est Manoaku qui a commencé. Alors, autour des années 81, vous dites, vers les années 81, malgré toutes les bonnes volontés et beaucoup d'efforts artistiques, ça c'est à la page 176, la guitare solo et le motif rythmique Kavacha deviennent un peu essoufflés. Certains commençaient à se lasser d'écouter la musique congolaise. En effet, les chansons deviennent trop prédictibles. Donc, on était en train un peu dans une certaine monotonie. Donc, jusqu'à ce que il va avoir les Wenge qui vont arriver, synthétiseurs qui vont entrer, et là, on va avoir encore, comment, est-ce que, on a vu que la guitare jusque-là venait de la Sansa, maintenant, est-ce que la guitare commence à trop copier de synthétiseurs? Non. En fait, la révolution n'est pas tellement venue de Wenge. La révolution est venue un peu avant. Parce que vers 1980, je me souviens déjà qu'un jour, je suis venu vers 1980, quand je suis revenu de Kisangani, personnellement, je n'aimais plus la musique congolaise, personnellement. C'est à ce moment-là que je faisais le jazz avec les vieux tels que Edo Clary et le Mutantimba. Vraiment, je ne faisais que le jazz ou peut-être un peu de reggae. Parce que personnellement, j'en avais marre de la musique congolaise, qui, comme je dis, devenait trop prédictible. Donc, les gens vous chantaient Sherina Lingakayo, papa, Seben. Non, c'était du bruit. Je m'excuse, je veux pas citer des chansons que j'ai vraiment haïes, mais il y avait beaucoup de chansons très haïssables. Donc, et je me souviens un jour, un de mes amis, Dupoul mon cher, Dupoul Fuma Gizwambo Tenayo, c'est mon ami qui me dit, on parlait de cette musique, il dit, nous, à Kitambo, nous n'aimons plus les haïkos. Nous allons chez les Mbonda. Je me suis dit, c'est quoi ça les Mbonda? Il dit, petit Mbonda Kitambo, il joue très bien. Il joue très bien. Et la première fois où j'ai vu Ban Odéon, c'est mon ami Dupoul mon cher qui m'a emmené quelque part à Kitambo. Et j'étais vraiment impressionné. Et je me souviens, c'est la première fois où j'ai écouté le cri Enge Tate. En fait, le cri que Zaïko va reprendre avec les Atalak. Oui, ce cri-là, je l'ai écouté 80. Enge Tate, Ukanekila Mwana qui ambassé, Nani Kakwela, Fiona. Ensuite, l'orchestre s'appelait Fiona. Oui, l'orchestre, cet orchestre-là s'appelait Fiona. Et je me suis dit, mais ça, c'est formidable. Et quelques temps après, ils ont sorti la chanson Oui Enfant. Vous connaissez encore? Moi, Naliboso, Akufanga. Oui. Et puis, quelques temps après, les Zaïko ont pris tous ces gens-là. Tous ces Atalakou-là sont devenus chez Zaïko. En fait, l'Atalakou est devenu même. Oui.
un adjectif. Hein. Maintenant, c'est un adjectif. Et aujourd'hui, juste quand vous m'aviez téléphoné, j'ai vu que dans d'autres pays, Atalakou signifie plus rien de ce que ça signifie chez nous. Je me souviens que le jour du vernissage, l'Ivoirien, notre éditeur, disait toujours « Oh, tu fais la Talakou ». Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. En fait, en Côte d'Ivoire, faire la Talakou, c'est faire le flatteur. Oui. Et au Cameroun, je n'ai lu ça qu'aujourd'hui. Au Cameroun, on dit il y a 4 sortes d'Atalakou. Donc, il y a 4 sortes de flatterie. Et j'ai beaucoup aimé parce que la troisième catégorie, la première catégorie, c'est quand on dit à quelqu'un mon petit. La deuxième catégorie, c'est mon vieux. Troisième catégorie, c'est presse. Donc, le même presse qu'Akin. Mais là, au Cameroun, ça s'appelle le 4 catégories d'Atalakou. Donc, 4 catégories de flatterie. Donc, c'est pour dire combien le phénomène Atalakou est vraiment là. Donc, ce sont les Atalakou qui ont apporté quelque chose de nouveau. Et quand ils sont venus, les guitaristes les ont suivis. Parce qu'un guitariste tel que Zero Fault, comment il s'appelle? Beniko. Benito, oui. Beniko qui est de la génération de Manouakou. Mais lui, maintenant, je le compte aussi dans la génération d'Ombolo. Parce que quand vous écoutez les solos de Beniko dans Zaïko, avec les Atalakou, vous sentez déjà quelque chose de nouveau. Pour revenir à Atalakou, pour faire la jonction avec les Wenge, parce que je crois que c'est Flam Kapaya qui a expliqué l'origine du mot Ndombolo, qui venait de leur groupe, là où il jouait avec Butamuntu Ratchakula. Ndombole, c'est en fait le chanvre indien que Tutukalu dit à la Talakou de Wenge a amené dans le Wenge. Et là, c'est la jonction entre Tutukaluji et un des grands guitaristes de cette 4e génération de guitaristes, Alain Makaba, qui vont, c'est un peu, c'est les deux qui vont un peu propulser ce Ndombolo de Atalakou, et chaque fois que lui lance le cri, Alain Makaba est là pour rééquilibrer les choses. Donc voilà un peu comment cette génération qui est incarnée par Japonais, Flam Kapaya et bien sûr Alain Makaba qui n'a pas d'égal. Et avant qu'on tombe, et ce qui est intéressant, c'est que vous accordez une place de choix à la 5e génération. Vous dites ici, et la 5e génération, ou la génération où on revient à la guitare sèche, vous dites, avec Olivier Chimanga, bizarrement, bien que la créativité semble tarie à Brazzaville, Kinshasa trouve toujours un moyen pour faire peau neuve tous les 20 et 25 ans. Et effectivement, on peut remarquer ça dans votre livre, tous les 20-25 ans, il y a une nouveauté qui arrive. Il s'y profile déjà une 5e génération de la guitare. Et ironie du sort, le nouvel esprit semble né paradoxalement de la misère. Donc, pourquoi de la misère? On n'a plus l'argent pour acheter des guitares électriques. Non. Parce que en fait, il y a deux choses. Maintenant, il faut pas que ne tombons pas too much, et ne tombons pas trop dans la sociologie, mais il faut quand même faire référence. On verra qu'il y a des arts, qui ne fleurissent bien que dans les milieux miséreux. Si par exemple tu vois le football brésilien, ok, c'est toujours dans les milieux miséreux. Ok, le reggae, c'est dans les milieux miséreux. Le jazz, Harlem, milieu miséreux. La musique congolaise, Kinshasa, milieu miséreux. Pourquoi? En fait, c'est comme ça. Pour faire de l'art, il n'y a que deux façons. C'est soit vous avez des sponsors, soit vous n'avez rien à faire. Tu vois? Donc, les gens qui ont des sponsors, les grands artistes italiens, tels que le Brunelleschi, le Leonardo da Vinci, ils sont devenus grands parce qu'ils avaient des sponsors. Au Congo, les gens tels que les Zachary Elenga, les Aboulay, ils sont devenus grands parce qu'ils avaient des sponsors, ces Grecs-là. Mais maintenant qu'on n'a plus de sponsors, la musique ne peut fleurir qu'à cause de la misère. C'est-à-dire, les gens jouent de la musique parce qu'ils n'ont rien à faire. Et ils deviennent professionnels de la musique déjà à 8 ans. Vous verrez que les gens tels qu'Olivier Chimanga étaient déjà professionnels de la musique à 8 ans. Un Franco, qui est de l'autre génération, mais il était déjà professionnel à 8 ans. Donc, quelque part, je m'excuse, je ne veux pas scandaliser les gens. C'est-à-dire, quelque part, une certaine dose de misère est nécessaire, comme on dit, à quelque chose de malheur. Pour faire éclater la créativité. Pour faire éclater la créativité. Donc, pour parler de la 5e génération, je me souviens déjà que vers 1990, les guitares étaient très rares à Kinshasa. J'en sais encore quelque chose. On rafistolait les guitares, on rafistolait vraiment les guitares. Tant mieux, il y avait une usine
une usine, entre guillemets, Almaz. Almaz, hein? Ah oui. Donc, en fait, les gens se sont carrément rébattus sur Almaz. Ils ont tropicalisé la fabrication des guitares. Des guitares. Donc, et beaucoup de guitaristes se sont formés avec des guitares Almaz. Almaz. Et celles-là étaient des guitares sèches. Des guitares sèches, tout simplement. Parce que les guitares électriques, je vous dis déjà que vers 1990, 80, 89, quand je jouais encore avec des orchestres tels que Minzoto, les guitares électriques étaient déjà rafistolées. Hein. Ça, je vous le dis. Même chez Verkis, les guitares étaient déjà, la qualité des guitares laissait déjà désirer. Parce que la misère économique du Congo, oui. Donc, les oliviers sont nés de cette misère-là. Ce qui est intéressant dans votre livre, ce sont les annexes. Ouais. Où pratiquement vous consacrez des pages sur les célébrités, sur certains orchestres. Maintenant, je vais un peu poser une question, comme on dit en anglais, what is next? Après ce livre ici, parce que nous sommes en Grande-Bretagne, nous avons beaucoup de nos enfants qui ne peuvent pas nous lire. Qu'allez-vous faire? Merci pour la question. En fait, déjà, le jour de la présentation du livre, il y avait une maman qui avait demandé qu'on traduise le livre en anglais et en lingala. Et ça va nous coûter un temps, mais il faut bien le faire. Mais tant mieux pour l'anglais, quand je suis entré dans Google, j'ai vu que Google pouvait déjà nous traduire à 60%. Question de faire des retouches un peu après. Donc, je pense que la version anglaise sera là dans 3 ou 4 mois. La version lingala, ça on verra. Avant que nous puissions, voilà, c'est un livre qui venait de sortir sur le Congo. Celui-ci, c'est Mission Impossible, Talking Christianity to the Congo, par Hall. Et il est né, son papa était missionnaire protestant au Congo, et lui est né au Congo. Il est né vers le Kolé là, et la petite histoire, je l'ai rencontré, il m'a dit, quand il était né, il a quitté le Kolé là quand il avait 6 ans. Donc à 5 ans, il devait fêter son anniversaire. Donc il restait le sel blanc, parce que la première langue qu'il a appris dans sa vie, c'était le Lomongo. Alors vous imaginez qu'on devait prendre tous les enfants du village, mais comment leur expliquer l'anniversaire? Parce qu'au village, on ne fait pas l'anniversaire. Voilà des anecdotes. Donc voilà, et c'est un récit très intéressant. Nous avons un livre qui nous vient de la Belgique, de Lucas Catherine, Promenade au Congo. Il essaie un peu de retracer à travers la ville de Bruxelles, là où on a, et à travers la Belgique, là où on a des connexions historiques avec le Congo. Il y a un professeur d'université de Leeds, Robert Bourreau, qui vient d'écrire un livre, Black Student in Imperial Britain. C'est en fait l'histoire des premiers Congolais morts et enterrés ici à Colombey, au pays des Galles. Voilà un deuxième livre qui venait de paraître. Il est en ligne. Il peut se lire gratuitement en ligne. Il y a bien sûr ce livre ici. Nous promettons toujours qu'on va revenir pour vous en parler sur Lumumba, celui que j'ai publié il y a quelques années. L'autre, Lumumba, peuple du Congo, histoire, résistance, assassinat et victoire sur le front de la guerre froide. Parce qu'on est encore, la guerre froide est encore là. Il y a encore d'autres livres qui sont sortis. On va vous les balancer. Pour revenir, ça vous a pris combien de temps pour finaliser l'écriture? Et comment est-ce que vous l'avez publié? En fait, le livre m'a pris quelque chose comme 10 ans à peu près. Oui, 10 ans. La première idée est venue de vieux Pépé Feli Manokou. Quand j'étais au Qatar, je causais un jour avec lui. Je dis, mais Kouloutou, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous garder éternellement? Il a dit, il faut écrire des livres. J'ai commencé ce même jour et j'avais pas beaucoup de temps. Donc, durant le Covid, ce n'est que durant le Covid que je me suis vraiment consacré entièrement, parce que pendant le Covid, on enseignait en ligne. Donc, j'avais tout le temps, j'enseignais 2 heures par jour. Donc, j'avais tout le temps pour me consacrer à ce livre et à un autre. Et puis après, quand on a formé le cercle des écrivains congolais en Grande-Bretagne, je me suis un peu forcé pour terminer. Et puis, c'est vraiment, je remercie beaucoup l'éditeur, je remercie notre éditeur Léon Drey. Avec sa maison d'édition, Marie Bro Foundation Publishing. C'est vraiment lui qui m'a dit de le terminer. Il me forçait presque. Il disait qu'on doit travailler le lundi, qu'on doit travailler le samedi. Donc, merci beaucoup. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Ça dit en passant. Mais vous n'avez pas écrit ça. C'est un livre aussi que vous avez publié.
les histoires de votre maman. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est aussi pendant le Covid, évidemment. Oui, oui, les fables de ma mère. Les fables de ma mère. Voilà. Oui, elles sont là, elles sont là. On pourra en parler un autre moment. On pourra en parler. Avant qu'on ne termine, de tous les guitaristes, l'exercice n'est pas facile. Qui est celui que vous prenez comme modèle? Bizarrement, mon modèle, c'est Guvano. C'est Guvano. Pour deux raisons. Il a presque été mon maître à Kisangani. Quand j'étais à Kisangani, Guvano jouait dans un orchestre de Kisangani qui s'appelait Singamwambe. Donc, il a été un peu mon maître. Guvano Mbotenayo. Vous m'avez demandé de ne citer qu'un seul guitariste. Bon, mais donc, vous pouvez en citer aussi, parce qu'on ne peut pas. Ouais, donc, la liste est tellement longue. Non, ça ne sert plus à rien, parce que, donc, évidemment, mais il faut d'abord, Guvano lui-même était élève de Nico. Donc, de Guvano, c'est vraiment Nico, parce que quand j'écoute Nico, vraiment, j'ai des chairs de poule. J'ai vraiment des chairs de poule, ça, il faut le dire. Quand j'écoute à tel Mbumba, non, ça, c'est autre chose. OK? Manoaku Waku, oh non, merci, non. Les chansons telles que Zena, non, ça il n'y a rien à dire. Ça fait partie des classiques, hein? Des classiques. Et quand j'écoute Beniko Popolipo dans des chansons telles que Movaro, oh non, ça c'est quelque chose d'autre. Alain Makaba me fait un plaisir fou. Il y a Flam Kapaya, bizarrement. Ils sont mes petits à moi, mais je les aime bien. Il y a Burkina Faso, Bokalia, Pire Petit Zwambo Tenayo. Donc, il y en a beaucoup. Les Bongo Wende, les Mongolais. Ici à Londres, nous avons le vieux Safo Manzangi. Et puis, vous en parlez aussi, ce rôle joué par Victoria, qui a été pratiquement le lien entre Zariko et Wenge. Wenge, oui, c'est Victoria. Et ça, c'est incarné par les Safro, les Kester. Oui, les Safro. Mais là, c'est ce qui t'a, les Wikilo, Toflakitoko. Oh non, tous ces gens-là. Donc, en fait, me demander de citer les guitaristes que j'aime, c'est vraiment trop me demander. Parce que je les aime tous. Voilà. C'est une partie remise. On termine. On est venu voir le vieux à la maison. On l'a pris un peu à pied levé. Parce que tout le monde a dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là en Grande-Bretagne? Des livres sortent, nous, on n'est pas informés. Bon, voilà, c'est pour vous que nous terminons ce grand Likita qui va être diffusé à Kinshasa, dans certaines chaînes, et à Paris, à Radio Mangembo. Vous avez un petit mot? Le dernier mot, c'est... OK. Je voudrais bien que tout le monde lise le livre. Et si vous ne pouvez pas le lire en version française, il y aura une version anglaise qui viendra d'ici peu. Et j'espère que dans 2 ou 3 ans, il y aura la version lingala. Donc tout le monde sera servi. Merci. Voilà, grand merci. Attendez-les.